ainsi que Nicole Robert, ma collaboratrice, ainsi que le technicien Théo et Rodrigo. Oui, alors notre invité, c'est Madame Magali, que je salue. Et merci de votre invitation de venir nous voir. Et en quelques instants, après la revue de presse, j'allais pouvoir vous entretenir avec ma collaboratrice, Nicole Robert. Alors, je vais commencer par concert de la paix le 17 juin 2025 à l'église de Saint-Sulpice à Paris. Un acte culturel, un geste militant, dans le prolongement de notre engagement pour la paix. Nous organisons le concert de la paix le mardi 17 juin 2025 à 20h45 à l'église de Saint-Sulpice à Paris, dirigé par le chef d'orchestre Hugues Grenier, avec la participation du chœur Hugues Grenier et du chœur des 400. Ce concert militant réunira des œuvres porteuses d'émotion et de sens. La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et la messe de l'âne. Ce concert est un acte de résistance culturelle, une affirmation du lien entre l'art, l'humanisme et la paix. Les fonds récoltés contribueront à soutenir les actions du mouvement de la paix. Alors, pour joindre le mouvement de la paix, c'est www.mouvementdelapaix.org. Le téléphone, le 01 40 12 09 12. Alors, on enchaîne tout de suite avec le sommaire. Pour la Martinique, comment le 22 mai est venu un jour férié. Michel Banchy, dans l'hebdomadaire Justice, écrit avec l'esprit du 22 mai 1848, pardon, Renaud Louis de Grandmaison, un grand monsieur du pays qui s'en est allé. Le monde du Bel Air perd l'un de ses piliers, affaire Grenpao. Pour la Guadeloupe, le président Chalus prend la tête des rues. Toujours à la Guadeloupe, Mireille Pierre Charles, chien Marie, c'est pour lapider. Claude Pierre Victor, justice à la française. Paul Calisselbonne, dans le brouillard. Et aussi, la CARICOM, la Martinique a signé l'accord, c'est un article de Bruno Fontaine, tiré dans l'étincelle numéro 11-19. Lire et faire lire, Serge Nicolas, Tali, Les guerriers du temps, aux éditions Peter Clive. René Ménil, Antilles déjà jadis, c'est Jean-Michel Place. Simone Veil contre le colonialisme chez Foudio. Annick Sylvestre, Camille Sylvestre contre l'oubli. Et j'ai donc. Voilà pour la revue de presse pour cette semaine. Alors on va enchaîner tout de suite avec la revue de presse. Un peu de musique, Théo, s'il te plaît. C'est Chevet. On enchaîne avec la revue de presse. Comment le 22 mai est devenu un jour férié? Écrit Antoine Hirien de Constantine. Le 22 mai 1848, les esclaves se soulevaient à Saint-Pierre, précipitant l'abolition. Il aura fallu près d'un siècle et de nombreux combats pour que cette date soit reconnue et devienne férié en Martinique. Cette semaine, la Martinique a commémoré le 22 mai, jour férié, et date marquante de sa mémoire collective. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant les décennies, cette journée de révolte
des esclaves à Saint-Pierre en 1848 est resté dans l'ombre, occulté par le récit officiel centré sur Victor Schœlcher et le décret du 27 avril. Il aura fallu des luttes militantes, syndicales et politiques pour faire émerger le 22 mai. Mais comme symbole d'émancipation populaire, pendant longtemps, on ne parlait que du décret pris à Paris, pas du fait que c'est le 22 mai 1848, à Saint-Pierre, que les esclaves se sont soulevés, rappelle l'historien Gilbert Parot. Ce jour-là, les esclaves prennent les armes et mettent le feu aux habitations, contraignant les autorités locales à proclamer l'abolition dès le 23 mai, sans attendre les instructions venues de France. Le 22 mai, c'est une action, ce n'est pas une faveur, c'est une conquête, affirme Philippe Pierre-Charles, militant syndical et politique. En Martinique, on en a parlé vraiment qu'à partir de 1945. Gabriel Henry l'évoquait déjà et avait même fait baptiser une rue d'Inter-Saint-Ville, la rue du 23 mai 1848, ajoute Gilbert Parot. On nous punissait. Pourtant, jusqu'aux années 60, peu connaissent cette histoire. Des militants comme Gabriel Henry ou Armand Nicolas ravivent la mémoire en publiant brochures et articles dans les lycées. Les enseignants commencent à parler du 22 mai dans les classes. Ils seront sanctionnés pour cela, rappelle Philippe Pierre-Charles, qui cite Henri Bernard ou encore Armand Nicolas. Parmi les visés, le combat s'élargit. La centrale syndicale des travailleurs, Manuquet, CCM et d'autres syndicats font du 22 mai un enjeu revendicatif. Les commémorations se multiplient. La mairie de Fort-de-France, dirigée par Émile Césaire, soutient discrètement en accordant des congés. On voulait manifester, mais c'était vu comme séparatiste. On nous punissait. Il y a même eu des procès, raconte de Parot, qu'il a vécu dans sa jeunesse. Musique. Michel Banchi, dans l'hebdomadaire Justice, écrit avec l'esprit du 22 mai 1948, regardez l'avenir ensemble, en face, aux prêcheurs et à Saint-Pierre. En mai 1848, les esclaves martiniquais n'ont pas attendu le décret de la Deuxième République en France, arraché par Victor Schœlcher, pour se mobiliser contre le sort de dignité et de souffrance et de mépris que les maîtres voulaient continuer à leur imposer. Ils ont bravé l'interdiction de jouer du tambour, marcher sur Saint-Pierre et obliger le gouverneur Ostoulan de signer l'acte qui abolissait l'esclavage en Martinique même. Ce fait révolutionnaire a été occulté pendant longtemps avant que les communistes, Gabriel Henry d'abord, puis Armand Nicolas par ses recherches et ses écrits, les révèlent au peuple, suivi en cela par les syndicats et progressivement par une majorité d'élus martiniquais et de forces anticolonialistes. Le 22 mai, au prix d'un long combat politique, a été finalement reconnu en 1983 comme jour férié, chômé et payé par la République française, dirigée par le courant progressiste. Le peuple martiniquais s'est emparé de cette fête pour faire sa propriété et il la célèbre sous toutes les formes. Musique.
diplômé d'une maîtrise de droit public, Renaud Jouillet de Gomaison, a adhéré en 59 à 63 à l'Association générale des étudiants martiniquais, AGEM. En 63, il participera à la création et militera activement à l'OJAM, Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise. Il a été secrétaire général de la mairie de Fort-de-France jusqu'en 2000. En 58, il participe à la formation du Parti progressiste martiniquais. PPM, dont il deviendra le secrétaire général à l'organisation et à la propagande en 67. De 88 à 2004, il sera conseiller général pendant la mandature. Il a œuvré à la réalisation de nombreux grands chantiers de la ville de Fort-de-France, à l'instar du bâtiment administratif du CERMAC, de divers centres culturels, l'association martiniquaise de l'éducation populaire AMEP, la rénovation de la cathédrale, la création du quartier de l'étang des Abricots, mais surtout la mise hors de l'eau de la vie basse. Mais la Martinique perd ses fils illustres. On gardera un très bon souvenir de lui et qu'il repose en paix. Toujours à la Martinique, le monde du Bel Air perd l'un des piliers. Le monde culturel martiniquais est en deuil. Paul Rastok, figure emblématique du Bel Air, s'est éteint ce mardi 20 mai à l'âge de 93 ans. Considéré comme l'un des maîtres incontestés de cette tradition ancestrale, il y reste derrière lui un héritage immense. Dès le 15 janvier 1932, à Sainte-Marie, Paul Rastok est le frère aîné de Benoît Rastok, lui aussi maître du Bel Air. Dès l'enfance, il manifeste une passion profonde pour cet art. À seulement 12 ans, il fait ses premières armes au tambour chez la mère de Thiémile, avant d'être révélé au grand public par Pierre Jonquet, chanteur de damier de pain de sucre, qui l'intègre à son groupe. Au terme de 2 années de scolarité, 39-41, le jeune Paul a commencé à travailler dans les champs de canne de l'habitation Union à Sainte-Marie. Il a ensuite été embauché en qualité de charpentier dans une entreprise samaritaine pendant des années. Sa vie professionnelle a été rythmée par des fréquents allées et venues entre les métiers de charpentier et d'ouvrier agricole. Néanmoins, pour clore son activité professionnelle, Paul a travaillé durant 8 ans comme employé municipal à la ville de Sainte-Marie. Au fil des décennies, Paul Rastok devient l'un des gardiens les plus respectés de la tradition belaise. Son parcours est jalonné d'engagement, marquant notamment les 12 années passées au sein du groupe des jeunes monarques avec lequel il contribue à faire rayonner le Bel Air au-delà de nos frontières. Musique. On enchaîne avec l'affaire Gwen-Pao, 15 ans entre révélation et diffamation. Deuxième volet. Une lutte pour la vérité. Au fil de l'audience, ils n'ont cessé de plaider leur bonne foi. La fille de l'ancien président du conseil régional de Martinique et l'architecte se sont efforcés de démontrer qu'il n'y avait, selon eux, ni manœuvre illégale, ni volonté de tirer un quelconque avantage dans cette affaire. Le but était, selon eux, de simplement venir en aide à une île voisine. Ce n'est pas la première fois que la collectivité passe des délibérations pour aider des territoires. C'est déjà arrivé pour la Dominique, Haïti, Saint-Lucie et même le Salvador, qui avaient été touchés par des catastrophes, a voulu rappeler
Maggie Marie-Jeanne. La collectivité voulait simplement réhabiliter une ville qui était en détresse. Dans le commandeur de justice, pour défendre leurs clients, les avocats des prévenus n'ont pas marché leur mot. Le message envoyé par les trois professionnels de la justice qui étaient présents a été le suivant. Dans un état de droit, il n'est pas normal que la justice accorde du crédit à des lettres anonymes. On ignore les intentions réelles de ceux qui les rédigent et elles ne devraient pas avoir leur place dans une procédure judiciaire. On enchaîne, toujours à la Martinique, appel à une mobilisation consciente pour un hommage à Frantz Fanon. En cette année 2025, que l'on a déjà dédié à Frantz Fanon, nous appelons les Martiniquais à une mobilisation consciente pour un hommage à ce psychiatre militant, gérant du XXe siècle, gérant de la pensée. Notre peuple s'honorera de commémorer un de ses fils qui personnifie dans le monde entier la lutte pour la liberté et la dignité. Nous appelons les Martiniquais et les Martiniquais à prendre part par tout moyen intellectuel, matériel et aussi financier à cette manifestation du 17 au 20 juillet 2025. Sans succès, c'est à notre honneur de peuple martiniquais aspirant à la liberté. Pour joindre le cercle Frantz Fanon, @gmail.com. Cercle Frantz Fanon, @gmail.com. On se la dit. Conclure sur la Martinique, dans la commune de Rivière-Plate-Salcombe, pour le procès de l'amiral Robert. Une pièce de théâtre ponctuée de chants et de danse, interprétée par les membres de l'ADPKM. L'association ADPKM, Association pour défendre et Palentier Culture Martinique, présentait vendredi dernier à la salle Lumina Sophie une pièce écrite par Flora Germain, intitulée Procès de l'amiral Robert. Après avoir tenu la Martinique sous un régime policier, mené une répression impitoyable, engendré la pénurie, l'amiral Robert, suite au soulèvement populaire et militaire, est contraint de quitter l'île le 15 juillet 1943, après la libération de la France. L'ex-commissaire du régime de Vichy aux Antilles et en Guyane est incarcéré à Fresnes, puis mis en liberté provisoire pour raison de santé. Accusé de collaboration, il comparaît le 11 mars 1947 devant la haute cour de justice qui va à la fois le condamner et le féliciter. Le condamné à 10 ans de travaux forcés et à la dégradation nationale à vie, et le féliciter pour service rendu, parce qu'il aurait sauvé tout l'or de la France. Il n'avait fait que son devoir. L'amiral sort finalement libre du tribunal. Pour l'histoire, le public qui s'était déplacé en masse a pu redécouvrir ce pan douloureux et difficile de notre histoire. Les spectatrices de Canon 16 ont compris tout ce qui a été dit ce soir est juste, ils ont juste oublié de parler des bons, des rationnements.
Modeste qui écrit. Souviens-toi, esclave d'Afrique, qu'avant d'être déporté aux Amériques, tu fus arraché des bras de ta mère et tu devins un bourreau de la terre. Souviens-toi, pendant toutes ces souffrances, avec tes frères et tes sœurs, au plus profond de ton cœur, tu ne cessas avec ton âme de réveiller l'image endormie et bafouée de l'égalité. Souviens-toi du temps des révoltes, incendies, pillages, massacres, affronts, et comme tu ne fus pas de ces nègres marrons, tu savouras la fierté d'avoir brisé tes chaînes, ces chaînes de la haine. Souviens-toi, tu offris au peuple opprimé, à ton peuple, à notre peuple, la chose la plus précieuse après la vie, la liberté. Liberté, ce mot sans cesse répété par nos aînés enchaînés. Nous nous souvenons toujours, nous nous souviendrons de ces années noires, de l'abolition de l'esclavage et de ton histoire que nous avons gravée d'un encre noir dans les archives de notre mémoire. Thierry Modeste, dans le fond santé. On va enchaîner avec la Guadeloupe. Le président Chalus prend la tête des régions ultra-périphériques, écrit Victor Artin dans l'étincelle numéro 1126. La 29e conférence des 9 pays qui composent les régions ultra-périphériques de l'Europe, plus communément appelées les dernières colonies européennes, a officiellement ouvert ses travaux le 7 avril dernier. À cette occasion, le président de la région, Guadeloupe, Henri Chalus, qui a eu à faire le déplacement à l'île de la Réunion en compagnie de sa vice-présidente en charge des affaires européennes, Marie-Luce Panchard, occupe désormais la présidence de cette institution. À dire vrai, cette nouvelle fonction du président Chalus ne résulte pas d'un vote où ce dernier a eu à faire valoir un point de vue ou un quelconque programme. Il n'y a pas d'élection président. Cette passation de pouvoir, ce n'est qu'une formalité de présidence tournante. Cette année, après l'île de la Réunion, il revenait à la Guadeloupe d'en assurer la présidence. Cette position, à la tête, va-t-elle suffire au président Chalus pour redorer son blason ici en Guadeloupe, comme à l'international, après toutes les affaires qu'il accable depuis quelque temps? Les dernières propositions opérées au sein de la région Guadeloupe sont à ne point douter des situations qui vont ternir davantage son image dans l'opinion, ou à tout le moins, risque de mettre à mal son autorité. Écrit Victor Artin dans l'étincelle numéro 1126. Aussi, toujours à la Guadeloupe, Maître Fred Hermontin s'en est allé. La rédaction de Nouvelle Étincelle s'incline devant la mémoire de Maître Fred Hermontin, avocat et ancien bâtonnier de la Guadeloupe, humaniste, anticolonialiste et altruiste. Il a consacré sa carrière à la défense des droits et à l'amélioration du système judiciaire en Guadeloupe. Il s'est engagé dans la lutte contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Il a raccroché sa robe à l'âge de 88 ans, après 64 ans de fréquentation des salles d'audience. En ces douloureuses circonstances, la rédaction du journal adresse à sa famille, à ses confrères
et à ses amis ses sincères condoléances. Écrit Paul Kelly Selborn dans l'Étincelle. Évidemment, on salue ce grand monsieur du barreau qui nous manque, qui nous repose en paix. On enchaîne avec Mireille Pierre-Louis. Antilles, chien maré, c'est pour la pitié. Une poudrière sociale qui fait le lit du populisme. Écoute-elle. Les collectivités antillaises, quant à elles, n'ont plus les moyens d'assurer le rôle d'amortisseur social, dévolu aux communes par l'État par le biais de contrats aidés qui subventionnent à plus de 80% depuis 1984, tout en critiquant leur sureffectif et d'offrir des débouchés aux cadres diplômés en l'absence de grandes entreprises. Avec 2% de contrats aidés en moyenne dans les collectivités antillaises, contre 20% dans les Outre-Dôme. La jeunesse est laissée pour compte. La classe politique martiniquaise, hors sol, en regard d'un naufrage annoncé, il n'y a plus de marge de manœuvre financière pour répondre aux besoins sociaux de la population et aux enjeux des entreprises, a perdu toute crédibilité, voire toute légitimité, ce qui fait le nid du populisme. Le vote Rassemblement national se transforme inéluctablement de vote sanction en un vote d'adhésion qui puisait quand ce parti politique passe au motif de la richesse, la suppression de l'octroi de mer au cœur de son projet pour l'outre-mer. L'outre-mer étant au cœur de son projet pour la France. D'où le fait aussi que le débat se retrouve aujourd'hui dans la rue en Martinique avec le PAC qui, au motif de la richesse, rafle la mise jouissant de la popularité hâtivement assimilée à une légitimité de ceux qui ont l'avantage de n'exercer aucun pouvoir, sauf celui de la surenchère, pouvant l'avoir à une légitimité par les urnes qui nous revendiquent clairement. Une campagne d'affichage est déjà lancée. Le peuple par le peuple, pour le peuple, le credo de la gauche, le credo de la bonne vieille démocratie américaine. Mais que peut-il advenir de la Martinique quand l'État se désengage, les communes et la CDM se trouvent au bord du gouffre et que tout le tissu associatif ou économique dépend des fonds publics à l'image du BTP et de l'agonie. Pays Théo. Bien, je reprends. À la Guadeloupe, Claude Pierre Victor, de l'Étincelle écrit Justice à la française. Je vous parle de la justice, cette grande institution factice, scène de théâtre, effet de manche, qui, sans complexe, condamne et tranche afin de couvrir leur carrière ou la réputation d'un tiers. Je vais parler de chlordécone, poison qui nous ont dispersés comme si nous n'étions personne. Ces messieurs-dames en robe noire, défenseurs de la liberté, mais qui n'aiment pas du tout le noir. Ils nous estiment colonisés, alors ils décrètent un non-lieu, comme si nous n'étions pas humains et que nous ne valions pas mieux que de petits vers de terre sur le chemin avec l'appui de l'État. Ils nous parlent de pédagogie comme si nous étions des enfants. Ils ont toujours la nostalgie de leur domination d'antan. Mais ils nous parlent des droits de l'homme. Est-ce le critère d'augmentation? Oui, par eux,
Oui, car pour eux, sommes-nous des hommes dans le fruit de leur imagination, rendent un simulacre de justice afin de nous donner le change et nous pousser dans ce précipice, sans que cela ne les dérange. Un manque total de considération, sans même un soupçon de respect, l'habitude de leur tradition, et ils veulent nous rayer de train. Arrive le bouquet final. Ils viennent s'approprier nos terres. Un second cycle infernal nous effacer d'un revers, ici propriété privée, parce qu'ils veulent nous imposer afin de nous éliminer. Mais tous, ils peuvent toujours rêver. Écrit Claude Pierre Victor dans l'étincelle numéro 1129. J'enchaîne avec Didier Détouche dans l'étincelle qui écrit du respect du juge en démocratie. Il est désormais des jours toujours plus sans qu'avec mon étrange doute vient ranger les certitudes les plus établies des racines intellectuelles de l'observateur. Ce doute prend la forme d'une question: sommes-nous désormais condamnés sur le plan politique à vivre dans le déni, le rationalisme, ou plus simplement dit à faire de n'importe quoi l'une des valeurs cardinales de notre vie démocratique. L'idée de tout écrit, ce doute, mais directement inspiré par le défilement ahurissant de scandales de propos historiques, de contre-vérités et de malveillance infligées à travers nos écrans et ouvrages à notre démocratie et surtout à notre conscience civique. Il fut un temps où la Ve République voyait de temps à autre tel ou tel élu ou ministre dégringoler des cimes de la respectabilité publique. Nous sommes retrouvés dans la fange de nos propres judiciaires et la tourbe femme de la déchéance politique. Certains se retrouvant même alors en exil national. Les affaires du sont contaminées. Cahuzac, Juppé, Fillon, Strauss-Kahn. Par exemple, ont secoué la vie publique, mais n'ont jamais abouti à la ligne médiatique et politique contre le pouvoir judiciaire, chargé d'appliquer la loi de la mission de maintien de l'ordre public et de sanction des fautes commises par ceux qui y portent atteinte d'une façon ou d'une autre au point y porter atteinte dans le futur en raison de leur manquement passé ou actuel au respect des interdictions légales. L'actualité a depuis quelques jours mis sur la table de la place publique et médiatique française un menu particulièrement peu goûteux, une soupe de fronde contre les 3 juges ayant condamné une chef de parti politique majeure et candidate éternelle à l'élection présidentielle, une marmelade de critiques du jugement affectant un ancien président de la République, une salade de déclarations honteuses de l'avocat d'un contracteur poursuivi pour atteinte sexuelle.
relation avec cet article. C'est le pape François qui vient de s'en aller, qui a écrit le dialogue social pour une nouvelle culture. Certains essaient de fuir la réalité en se réfugiant dans leur monde à part. D'autres l'affrontent en se servant de la violence destructrice. Cependant, entre l'indifférence égoïste et la protestation violente, il y a une option toujours possible. Le dialogue entre les générations, le dialogue dans le peuple, car tous nous sommes peuple, la capacité de donner et de recevoir en demeurant ouvert à la vérité. Un pays grandit quand on dialogue de façon constructive ses diverses richesses culturelles. La culture populaire, la culture universitaire, la culture des jeunes, la culture artistique et technologique, la culture économique et de famille et la culture des médias. Le dialogue social, j'en termine, authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de l'autre en acceptant la possibilité qu'il contienne quelle conviction ou intérêt légitime. De par son identité, l'autre a quelque chose à apporter et il est souhaitable qu'il approfondisse ou expose son point de vue pour que le débat public soit encore plus complet. Certes, lorsqu'une personne ou un groupe est cohérent avec ce qu'il pense, adhère fermement à des valeurs, ainsi qu'à des convictions et de développement, une pensée dans le dialogue et dans un esprit d'ouverture ou autre, ceci profitera d'une manière ou d'une autre à la société. Mais cela ne s'accomplit pas. Mais cela ne s'accomplit que dans la mesure où le processus en question se réalise dans le dialogue et dans l'esprit d'ouverture aux autres. Voilà Théo, la revue de presse est terminée. Théo. Eh bien, bel bonjour, Georges. Bonjour, Nicole. Vous allez bien, Georges? Très bien, et toi? Très bien, eh bien, nous sommes très heureux donc d'accueillir aujourd'hui dans l'émission Tambou Mamaï Levé, qui a lieu donc tous les vendredis de 15h à 16h jusqu'à 16h30 avec un invité sur fréquence Paris Ployel 106.3, donc tous les vendredis. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes très heureux donc d'accueillir Magali Breton, artiste humaniste aux multiples talents, le chant, l'écriture, le théâtre, la poésie, la musique. Gérard Klech dit... Merci Georges. Et puis merci également à Théo et à Mathias pour la technique et la communication. Et puis un petit bonjour à Rodrigo également. Et bonjour chères auditrices et auditeurs. Alors Magali, on dit de vous que vous êtes une femme de mots et de musique, plus particulièrement je cite monsieur Gérard Klech. Alors je vais retracer un petit peu votre portrait et après nous échangerons ensemble, mais bien évidemment vous pouvez participer donc. Alors oui, alors je vous salue, je salue monsieur Georges Houtet que j'ai écouté avec grand intérêt. Je ne peux que le rejoindre sur le dialogue constructif, sur l'humanisme qui caractérise vraiment ma démarche d'écriture. Et il nous a fait rêver aussi parce que la Martinique, la Guadeloupe, ça m'évoque des souvenirs de voyage parce que je me suis rendue là-bas. Et je suis ravie d'être parmi vous. Merci Nicole Robert aujourd'hui m'interviewer, de me recevoir. Merci à Théo Lubin d'être à la technique pour nous. Et c'est avec le sourire et un grand enthousiasme que je suis là pour échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Magali. Alors, vous avez commencé en tant que chanteuse. Vous êtes auteur de titres
de textes de chansons françaises, dont ceux de votre album intitulé Regard de femme, primé à Barbizon dans les années 90, lors du concours La Palette en chansons avec pour parrain Bernard Sauvat. Un 3e cycle en chant lyrique en poche. Donc vous avez commencé par le chant lyrique. Et si j'ai bien compris, dans votre famille et vous-même, vous aimiez beaucoup la chanson. Exactement, je suis vraiment née, biberonnée, on va dire, à l'école de la chanson populaire, avec une grand-mère qui adorait la musique et les chansons, et on chantait à la maison, on écoutait beaucoup de chanteurs qui sont connus. Alors moi, je suis de l'époque Sheila, ouais, bah oui, voilà, Pierre Perret, Pierre Perret, des grands chanteurs, oui. Et poète aussi. Et poète, poète aussi. Quand je pense à Pierre Perret, oui, tout à fait. Exactement. Alors, vous défendez la liberté d'interpréter dans tous les registres. En fait, du classique au slam, en passant par la chanson dite populaire. J'aime populaire, la musique, mais très proche, donc très proche des gens. Sous toutes ses formes, en effet. En 2019, c'est là que vous commencez l'écriture. Oui. Vous commencez à écrire, donc vous vous consacrez à l'écriture d'une pièce de théâtre musicale sur la vie et l'œuvre de l'artiste peintre Rosa Bonheur. Ah oui, c'est une rencontre incroyable, c'est-à-dire que j'habite en Seine-et-Marne, et en Seine-et-Marne a vécu Rosa Bonheur la majeure partie de sa vie, près de Fontainebleau, dans un château qu'elle avait pu s'acheter à l'époque, au 19e siècle. C'était incroyable qu'une femme puisse vivre de son propre argent en tant que peintre. Oui. C'était exceptionnel. Elle était adulée de son vivant, très connue aux États-Unis aussi. Et je me suis retrouvée seule parce que j'étais invitée à l'inauguration de ce musée Rosa Bonheur. Donc cette maison est devenue un musée. Et toute seule dans l'atelier de Rosa Bonheur pendant 1 heure. Et là, on dirait que l'artiste est encore là, il y a encore toutes ses palettes en tant que peintre, donc des toiles évidemment qu'elle a réalisées, des objets personnels qui sont posés là, ses lunettes sur son bureau. J'avais l'impression d'avoir passé 1 heure avec elle. Et lorsque je suis repartie, j'étais extrêmement émue et j'ai eu envie d'écrire une pièce de théâtre musicale sur sa vie et son œuvre. C'est ce qui a été réalisé. Donc cette pièce s'est jouée en Île-de-France, effectivement. En 2020 En 2020, et 2020 nous évoque une autre période très particulière. Oui, malheureusement, donc, la Covid. Et vous avez rencontré quand même un très beau succès et vous avez joué dedans la pièce. Non seulement vous l'avez écrite, mais vous avez joué dedans. Alors ça a été une aventure incroyable parce que en fait, je me suis occupée de tous les aspects de cette pièce, donc depuis la confection des costumes, les décors. Je me suis fait aider un petit peu pour la mise en scène quand même parce que bien il faut pas penser qu'on peut tout faire toute seule, ce serait un peu ambitieux et puis risqué. Mais je jouais aussi dedans, ce qui fait que les jours où nous jouions, le matin je chargeais la camionnette avec les décors et puis après j'enfilais mon costume. Nous étions 3 sur scène, mais on s'est beaucoup amusé et puis on a eu beaucoup de succès, il faut le dire. Donc du théâtre musical dans lequel j'avais mis et du chant lyrique et du chant populaire, justement. Ah, très bien, donc tout à fait accessible à tout le monde. Oui, une pièce de théâtre avec beaucoup d'humour aussi. Ah oui, donc, d'accord. Personne ressortait en connaissant Rosa Bonheur et en s'étant amusé. Ah. Et puis après, eh bien, c'est là que vous vous lancez donc dans la poésie, puisque vous écrivez votre premier recueil de poésie intitulé Les Covidiennes. Oui. Paru en 2022 aux éditions Le Lien par l'Art. Oui. Et ce recueil a obtenu le Grand Prix de l'Académie artistique et littéraire École de la Loire 2023. Oui. Alors on va parler un peu, je veux d'abord vous présenter, après on va parler de vos recueils. Et un second recueil suit, publié en 2024, Les liens qui nous unissent. Donc c'était Les Covidiennes, donc le titre, donc on a bien compris. Après Les liens qui vous unissent, qui nous unissent, paru aux éditions toujours Le Lien par l'Art. En 2024 cette fois. En 2024.
En 2 ans, en 2 ans donc 2 recueils, et vos 2 recueils sont couronnés donc de divers prix. Alors depuis 2022, donc des prix qui vous ont été décernés dans des concours. Je crois que vous avez reçu à peu près, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez reçu une trentaine de prix et des concours internationaux donc de poésie. Un premier prix Europoésie UNICEF 2022 avec le poème « Je ne serais pas né pour rien ». Tout à fait. Un poème qui me tient particulièrement à cœur, que j'aurai le plaisir de vous lire tout à l'heure. Mais si vous voulez lire maintenant, vous pouvez lire maintenant. Mais pourquoi pas? Allons-y. Je ne serais pas né pour rien. Ce soir, les rayons de la lune seront témoins de notre sort. Sur l'embarcation d'infortune balancent ensemble nos corps. Je vois se noyer mon passé tandis que nous gagnons le large. Mon cœur est prêt à chavirer, que nous fassions ou pas naufrage. Nos chants se perdent sur la mer, dans l'immensité de la nuit. Je prie pour tous ceux de mes frères qu'un passeur ici a conduit. Vivre encore, coûte que coûte, fuir ma terre n'est pas un choix. Cela, quelle que soit la route. A-t-on rêvé Lampedusa? Parmi ces silhouettes fantômes, si cette île enfin je rejoins, je me sentirais encore homme. Je ne serais pas né pour rien. Un très beau poème et toujours d'actualité. Oui, alors c'est vrai qu'on pense à toutes ces personnes qui sont dans l'obligation de fuir leur pays et c'est vrai que à cause de la guerre ou bien à cause du climat. Oui, pour différentes raisons et cela me touche énormément parce que quand on est déraciné, eh bien, bon, il faut aussi imaginer toute la souffrance que ça représente et se surajoute à cela les conditions dans lesquelles on fuit son pays. Et c'est pourquoi j'ai voulu rendre hommage à toutes ces personnes, celles qui arrivent et celles qui n'arrivent pas. Et puis un prix d'honneur au concours international de poésie Amavica en 2022, un grand prix 2023 de la poésie amoureuse par la Société des poètes et artistes de France, une anthologie 2023 du prix international Arthur Rimbaud, où figurent donc quelques-uns de vos poèmes, Le destin d'une mère, Ma disgrâce, Mes ailes je peux déployer. En 2024, on vous a décerné le grand prix du jury 2024 de la Société des poètes et artistes de France. Et en 2025, depuis 2025, vous êtes délégué régional d'Île-de-France de la Société des poètes et artistes de France pour accompagner d'autres poètes dans leur travail. Donc, une sacrée consécration, Magali Breton. C'est beaucoup d'honneur. Et surtout, ce qui me touche, c'est effectivement l'émotion que procure la poésie. Et je suis ravie qu'elle reçoive un tel accueil, ma poésie, parce que je souhaite que cette poésie voyage, aille au-devant de plus de monde possible. Et c'est pourquoi je suis contente aussi d'être là aujourd'hui pour en parler, la faire découvrir. Et au travers des prix, ça me permet d'avoir aussi une reconnaissance, d'être invitée et de faire connaître encore plus ma poésie. Donc c'est surtout ça qui me paraît être le plus beau dans tout ça. Justement, j'ai envie de vous poser cette question. C'est quoi la poésie pour vous ? Alors la poésie, pour la définir, je pense que peut-être chacun pourrait en donner une définition. C'est un moyen de revisiter notre monde, en fait, par le rêve, par l'imagination, pour se déporter un petit peu des réalités, du concret, en utilisant des métaphores, en finalement jetant sur le papier des mots qui nous viennent à l'esprit comme ça, un petit peu les uns après les autres, et puis qui forment après quelques vers, et puis un poème. Et je dirais que la poésie, pour moi, doit être en même temps utile, faire du bien,
être partagé, être lu. Parce que effectivement, on peut écrire, mais il faut aussi que, en la lisant, la poésie, souvent on me dit j'avais lu ton poème, mais quand tu l'as exprimé à l'oral, ça a décuplé l'émotion. C'est différent écrit et à l'oral. Oui, c'est pas la même démarche. Non, et la poésie est faite pour être transmise. Donc c'est pourquoi que je me rends souvent dans des cercles de poètes. Je me produis sur scène aussi, je chante et déclame mes poèmes avec de la musique, puisque je suis bien entourée. J'ai un ami, Patrick Carmier, dont nous allons parler, qui crée des musiques pour mes poèmes. Il crée la musique. Donc il est pianiste et compositeur. Oui, pianiste et il crée la musique pour vos poèmes. Oui, donc, spécifiquement. Il écoute spécifiquement. Oui, c'est-à-dire qu'un jour, tout à fait par hasard, j'ai un de mes amis de très longue date, un ami d'enfance, qui me dit « Tiens, je ne t'ai jamais parlé de quelqu'un que je connais bien, je vais t'envoyer une de ses musiques ». Et lorsque je l'ai écouté, j'ai eu vraiment un choc émotionnel. Je me suis dit « Mais il faut absolument que je le contacte, qu'on fasse quelque chose ensemble ». J'ai été transcendée par cette musique, sa capacité créative, le style de sa musique. Et maintenant, nous parcourons les routes ensemble c'est ça. Et nous continuons à créer ensemble. Donc, lorsque je crée un poème qui me semble pouvoir être mis en musique, parce que mes poèmes riment. Oui, parce que vous écrivez. On peut en parler maintenant, d'ailleurs. Vous avez donc un style, vous avez autre style, mais c'est le style. Il y a plusieurs styles en poésie. Donc il y a le classique, le néoclassique, la poésie contemporaine, les haïkus, le slam. Et là, donc dans vos deux recueils, donc c'est de la poésie donc classique avec quand même des codes. Alors, c'est une poésie rythmée, on appelle ça une métrique. Par exemple, ce soir, les rayons de la lune, vous avez 8 pieds, on peut dire 8 syllabes, seront témoins de notre sort. On va retrouver comme ça. Ce qui fait que ça donne comme les vagues, vous voyez, par exemple, sur je ne serai pas né pour rien. Ce soir, les rayons de la lune. Oui, il y a une musicalité. Etc. Donc, il y a un rythme. Ça nous balance comme ça. Et comme j'écrivais de la chanson avant, vous en avez parlé, forcément je suis venue à la poésie au travers de ce rythme-là. C'est ça, c'est quoi? Oui, donc c'est la musique, en fait, le point de départ, le point de départ, c'est la chanson. Oui. Exactement, c'est le point commun. Et souvent on me dit, mais tes poèmes pourraient être mis en chanson. Et alors je réponds, mais la plupart le sont mis en chanson. D'accord, donc vous aviez déjà écrit, oui. C'était déjà donc en préambule, donc vos poèmes, vous pensiez, d'accord. Oui, en fait, c'est venu comme ça, naturellement. Donc, je me suis dit que faire rimer aussi, quand vous écoutez des chansons, que ce soit des chanteurs comme Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, les paroles riment. Oui, les paroles riment. Oui. Et donc, j'ai suivi ce style, en fait, un peu spontanément. Parce que je pense que c'est la chanson qui est toujours omniprésente. C'est la chanson qui est omniprésente. Donc c'est vraiment ça le point de départ de tout, de tout ce qui vous touche. Alors oui, je voulais dire quelques mots. Alors c'est ce que vous avez dit. Donc ces poèmes, vous allez les mettre en scène sous forme de récital poétique avec ce pianiste et compositeur Patrick Carmier, qui au départ... qui est toujours peut-être, qui est un scientifique. Alors oui, c'est amusant. En général, on dit que les scientifiques, c'est pas spécialement, ils sont pas vraiment. Oui, Théo me fait des signes, mais quand même, il est donc dans quelle branche? Il est ingénieur. Donc, alors, en fait, il a toute une vie professionnelle. Je pense qu'on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus, parce qu'il va me dire que c'est de ma musique que je souhaite parler. Mais c'est vrai que lui, comme moi, nous avons eu deux vies parallèles. Une vie professionnelle, parce qu'il faut manger aussi, et puis faire quelque chose qui nous intéresse malgré tout. Et puis une passion à côté. Une passion. Et en fait, le père de Patrick Carmier lui avait dit, si tu veux avoir un beau piano à queue, il faut que tu travailles d'abord. Donc c'est un petit peu la démarche. Aujourd'hui, il a 2 pianos à queue dans son salon qu'il n'aurait jamais pu se payer s'il n'avait pas travaillé. Et le rêve, c'était... Alors aujourd'hui, il a beaucoup freiné professionnellement, tout comme moi, pour basculer vraiment pour vivre pleinement de nos passions.
Vous étiez DRH, si on peut dire. Et d'ailleurs, vous continuez, enfin, vous avez monté votre société là de coach et vous continuez donc, mais à temps réduit. C'est le H qui m'intéresse dans DRH, c'est l'humain. Le H, l'humain. C'est la passerelle que je fais. Bah oui, on va le retrouver, on va le voir. Oui, c'est l'humain qui vous intéresse. Oui. En premier lieu, voilà, en premier point. Alors, on va écouter un intermède musical, donc où vous chantez. Est-ce qu'on dit chanter ou déclamer, accompagné donc musicalement donc de Patrick Carmier. Oui. Donc cet intermède s'intitule Viens frapper à ma porte. Pour alléger le poids de toutes les absences, pour entendre les voix des clameurs de l'enfance, viens frapper à ma porte. Pour avouer l'inavouable, échapper au destin, pour plaider non coupable, rêver dans mon jardin, viens frapper à ma porte. Un verre de bon vin débordant d'amitié, puis tu t'endormiras, ton esprit apaisé. Et si tu ne dis mot, je jouerai tes silences dans cet air au piano qui redonne espérance. Pour me conter tes joies et me confier tes peines, pour crier sur le toit son nom et ses je t'aime, viens frapper à ma porte. Je suis sans un détour, ton âme sœur fidèle, qu'il est beau cet amour, sans étreinte charnelle, viens frapper à ma porte. Un verre de bon vin débordant d'amitié, puis tu t'endormiras, ton esprit apaisé. Et si tu ne dis mot, je jouerai tes silences dans cet air au piano qui redonne espérance. Ici aucun obstacle, aucune convention, je suis le réceptacle d'intimes confessions, viens frapper à ma porte. Nos secrets en partage, hors du sang, mais sacrés, au dernier des voyages, seront tous emportés, viens frapper à ma porte. Un verre de bon vin débordant d'amitié, puis tu t'endormiras, ton esprit apaisé. Et si tu ne dis mot, je jouerai tes silences dans cet air au piano qui redonne espérance. Débordant d'amitié, puis tu t'endormiras, ton esprit apaisé. Je sais qu'en cette vie et dans une autre encore, à mon âme meurtrie, cherchant un réconfort, tu ouvriras ta porte. Tu ouvriras ta porte. Tu ouvriras ta porte. Une chanson chaleureuse et c'est mélodieux. Et est-ce que vous... L'amitié. Oui, c'est l'amitié, oui, vraiment. On sent une chaleur, oui, une chaleur humaine. Est-ce que vous écrivez les mélodies ? Alors,
pour cette chanson-là, j'ai écrit la mélodie. Ah oui, c'est ça. Alors je suis bien incapable d'écrire tout l'accompagnement et tout l'arrangement pianistique qui va autour, mais je fredonne comme ça une mélodie et puis je l'envoie à Patrick Carmier qui après fait tout le reste. Il faut bien le dire. Non, mais c'est déjà faut trouver la mélodie et tout, et c'est vraiment ça coule. C'est très. Oui, c'est très beau, oui. Patrick Carmier, le scientifique de la musique. Alors, on va parler de vos deux ouvrages. Donc, je les recite, Les Covidiennes et les liens qui nous unissent. Alors, les Covidiennes, oui, c'est pendant l'époque où on a été donc enfermés, malheureusement, la crise sanitaire. Et en fait, c'est une succession de poèmes. Y a-t-il un ordre ou Alors, il y a surtout une thématique dont le titre révèle tout de suite la substance. C'est la substance. Mais effectivement... Mais vous les avez mis sans appris, enfin... Alors, j'ai alterné dedans des poèmes avec de l'humour, des poèmes un petit peu plus poignants, parce que, en fait, dans cette période, on a traversé tellement d'émotions, c'était tellement inédit, très particulier. Et cette atmosphère, c'est aussi le moment où je ne travaillais plus, puisque en tant que... Oui, tout le monde était confiné. Alors, et c'était peut-être un moment aussi, je veux dire, de création. Mais justement, enfermé. Je pense qu'il faut voir le côté positif des choses. Voilà, oui. Et le côté positif, c'est d'un seul coup du temps devant soi et une forme de méditation dans le silence. D'un seul coup, je me suis dit, tiens, j'ai un jardin. Tiens, il y a des petites fleurs dedans. Et puis, au bout de mon jardin, il y a un bois. Et je pourrais peut-être aller me promener parce que, en fait, je travaillais énormément. Et je passais à côté de plein de choses, notamment le rapport à la nature. On n'a pas le temps. Et donc, par exemple, j'ai un poème qui exprime cela. C'est une personne qui devient jardinier, un homme ça s'appelle la métamorphose, qui d'un seul coup réalise qu'il a un jardin et qui, à la fin du poème, dit « Eh bien, moi maintenant, je suis jardinier pour l'avenir ». C'est une personne rêve d'ailleurs, qui est à sa fenêtre et puis qui, là aussi, pense à une personne qu'elle a aimée. J'ai un autre poème qui s'appelle « D'où vient cette musique ?» Et c'est une personne qui entend un piano dans un appartement voisin qu'elle n'avait jamais remarqué, par exemple. Eh bien, on va vous écouter. D'où vient cette musique ? Alors, si on peut lancer la musique, justement. Théo, si tu peux lancer, s'il te plaît, la musique. Alors ça, c'est un autre poème. Oui, c'est un autre poème. C'est pas d'où vient. Alors, je vais le dire sans la musique, c'est pas grave. D'où vient cette musique ? D'où vient cette musique ? Il s'agit d'un piano. Un air mélancolique au fascinant tempo. Une douce harmonie rompant ma solitude et cette nostalgie emplie d'ingratitude. Je plaque mon oreille contre ce mur tout blanc. J'attends, comme la veille et les soirs précédents. Les notes en cadence traversent la cloison, me jouant la romance qui évoque ton nom. Cette ode enchanteresse m'élève jusqu'aux cieux, emportant ma tristesse, ainsi que tes adieux. Je me blottise alors dans sa douceur extrême. Ta voix dans cet accord revient me dire « Je t'aime ». Très bien dit, très beau aussi.
Donc, c'est vrai que quand on le écoute, confinement. c'est le confinement, mais vous avez écrit aussi Thomas Pesquet. C'était très Alors oui, ça rigolo, c'est le vraiment texte l'humour. C'est de l'humour, bah oui, parce que vous voulez aller. Là, c'est une personne qui se dit bon, cette terre, vraiment, on n'en peut plus. Hein. Donc, il n'y a plus qu'une solution pour moi. Il est plutôt bel homme, je l'aime en secret. Je rejoins Thomas Pesquet dans la station spatiale. Et j'ai bien aimé aussi les animaux, le zèbre. Bah oui, parce que les animaux, justement, il n'y avait plus d'humains dans les rues, partout. On a vu des animaux dans les villes, des sangliers, exactement, voilà. et autres. Voilà, et autres vous avez animaux. écrit un beau poème aussi. Pour enfants plus, mais oui. Pour enfants, mais il est très... Un zèbre dans la ville. Oui, un zèbre dans la ville. Et puis le masque, le problème du masque, et vous parlez de l'enfant, bah oui, pourquoi tu as un masque, on peut plus se faire de bisous. Ah oui, c'était Je fais parler un enfant aussi sur le sujet. Voilà, qui a été quand même traumatisant, hein, aussi bien pour les parents que les enfants, enfin pour tous les adultes. Donc beaucoup de situations différentes dont j'ai voulu garder une trace en fait, sous forme de poésie. Voilà. Et alors également donc dans ce livre intervient donc Muriel Pic. Oui. Dans l'autre aussi, Les liens qui nous unissent. Oui. Donc qui est photographe, qui est votre sœur, et vraiment ces deux livres, c'est comme des petits bijoux parce que c'est très esthétique. Parce que quand on s'y penche, non seulement, on verra pour le deuxième qui est un peu différent, mais sur le plan esthétique, les deux sont pareils. Elle travaille sur la photo, mais elle reprend le fond de l'entourage de la photo, reprend la couleur donc du titre du poème. Et c'est vraiment des très très belles, c'est magnifique. Oui, chaque recueil est un bel objet. Chaque recueil est un bel objet. Et derrière, à feuilleter, oui, déjà on le prend. On est pris avant de même, en feuilletant, oui, avant même de lire les textes, on est pris par la photo, l'iconographie. Oui. Là, et elle reprend, quand c'est sur 2 pages, où elle reprend un vers de poème derrière, et toujours sur le même fond. C'est magnifique. Alors, ces deux beaux objets plaisent beaucoup pour ça, pour l'association de la photo et du texte. Je dois dire vous m'avez dit quand vous faites des récitals, les photos sont projetées, donc oui. Ça doit être musique, photo, et on vous écoute, ça doit être magnifique. Ça donne un bel ensemble. Nous formons un trio finalement, un trio artistique, photo, piano et texte, poésie. Et tout le monde vous a posé la même question. Oui, comment vous faites pour les photos? Est-ce que c'est elle qui choisit la photo forcément en fonction du texte, puisqu'il y a une thématique, vous dites quelque chose dans votre poème, ou bien c'est vous, où elle vous propose un panel de photos, et c'est vous qui choisissez. Alors, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que... Parfois, et même souvent, je vois passer des photos réalisées par ma sœur Muriel Pic, donc PIC, oui. qui vient d'être primée portraitiste de France au niveau national et au niveau européen, donc c'est tout frais. Ouais. Je tombe amoureuse d'une de ces photos, vraiment en émerveillement devant une de ces photos. Je lui dis, celle-ci, je la mets de côté, ça m'inspire tout de suite un poème. Donc ça sera pour mon 3e recueil, par exemple, j'en ai quelques-unes là en réserve. Ou alors, je lui dis, voilà ce que j'ai écrit, peux-tu me créer la photo? Et elle le fait volontiers, avec un grand talent, avec beaucoup de sensibilité aussi. Donc c'est vraiment une artiste. Longtemps elle m'a dit mais non, je suis photographe, mais c'est une artiste. C'est une passion, je l'ai encouragée à exposer récemment à Paris. Elle a exposé dans une galerie tenue par Marlène Hu, une amie, donc qui organise régulièrement des expositions itinérantes. Donc là nous étions dans le quartier de Montparnasse et nous serons en septembre prochain avenue de Suffren. Pour une nouvelle exposition, mêlant justement aussi tous les arts. Donc moi je me sens bien dans ce genre d'endroit où plusieurs arts se côtoient. Oui, ce que vous aimez bien, donc vous avez un talent donc artistique, vous aimez bien mêler tous les arts. Oui. Alors dans ce 2e recueil, Les liens qui nous unissent, donc toujours paru... édition Le Lien par l'Art. Le Lien par l'Art, merci. Là vous avez...
Changez-vous, il y a plusieurs parties. Il y a 4 parties. Donc c'est sur les liens qui nous unissent. Donc c'est un ensemble, la famille, l'amour, Oui, alors les liens intergénérationnels, par exemple, les liens familiaux, les liens amoureux, Voilà. les liens interculturels, parce que vous l'avez vu, hein, je suis très très aussi inspirée par la richesse de la culture de l'autre à travers le monde. Et oui, vous voulez pas de frontières. Exactement. Alors vous voulez des pays et une mais culture. Certains poèmes le disent clairement. Pas de frontières. C'est même pas à demi-mot. Le goéland. Oui, c'est donc ça. Jonathan Livingstone le goéland, hein, qui lui, les frontières, bien peu importe. Parce qu'il y avait le printemps des poètes sur les frontières. Oui, c'est pour ça que j'ai ou un poème qui s'appelle Espéranto, où je rêve que partout nous nous exprimions dans la même langue. Voilà. Alors, votre 4 parties, oui, c'est les liens silencieux, les liens exaltés, les liens ancrés, les liens indélébiles. Donc, il y a une progression, donc... Oui, parce que les liens à ce que nous sommes quand même, nos racines, même si effectivement je viens de parler de l'interculturalité, il faut aussi garder en soi ce qui résonne, ce sont nos racines justement, et les faire découvrir à l'autre. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors, mes racines... Elles sont ici à Paris, hein, où nous nous trouvons. Et bien maintenant, au travers du voyage. Et le voyage, c'est pas forcément prendre l'avion, même si je le prends un petit peu avec la poésie maintenant. C'est justement ouvrir les yeux, sourire à quelqu'un d'autre, échanger quelques mots, et puis plus si affinité. Oui, de la convivialité. S'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres et créer du lien. D'où les liens qui nous unissent. Tellement que les gens sont un peu enfermés, donc dû à la forme, enfin c'est pas ça, dû aux écrans. Donc vous voulez justement avec la poésie donc ouvrir. Il y a d'autant plus besoin. Oui, effectivement. Et je trouve que la poésie revient un peu plus maintenant qu'avant. Alors ça c'est extraordinaire, je le constate, y compris dans la jeunesse. Je croyais pas. Enfin, voilà. Avant, c'était plutôt, atelier de poésie. Qu'est-ce que c'est la poésie ? Un petit peu poussiéreux. Un peu poussiéreux, puis peut-être une peur de pas connaître, et puis les mots, en fait. Et puis dire poésie classique, tout de suite, ça rebute, ça renvoie à l'école, la récitation, le par cœur. Bon, alors que la poésie classique, c'est juste une technique d'écriture, mais on peut parler de notre monde contemporain avec des poèmes extrêmement modernes dans les sujets qu'ils abordent, tout en étant dans une technique classique d'écriture. Donc ça, il ne faut pas confondre la poésie classique et l'opposer à la modernité. Au contraire, c'est un mariage. C'est un mariage, très réussi. On peut faire un mariage des deux. Et du coup, est-ce qu'il y a des auteurs, des poètes qui vous ont intéressé ? Enfin, qui vous ont intéressé, c'est pas ça que je veux dire, qui vous ont influencé, il y en a plein. Il y en a plein. Alors bon... Oui, il y en a pas. Mais peut-être pas. Alors bon, poète, les grands poètes connus, forcément, je vais aller vers Victor Hugo. Victor Hugo, un grand humaniste, un grand H, poète romantique engagé, qui a défendu la justice sociale, les pauvres, la liberté, et qui, dans son écriture, est d'une simplicité aussi puissante que simple, parce qu'il utilise aussi beaucoup le « je ». Un petit peu comme j'essaie de le faire très modestement, peut-être en suivant sa trace quelque part dans le temps. Mais c'est le maître absolu. Et quand il écrit « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends ». C'est tout simple, mais c'est tellement fort. Et moi, je verse ma petite larme à chaque fois. Puis alors, toute l'œuvre de Victor Hugo, évidemment, il faudrait qu'on passe 3 jours ensemble à ce micro pour en parler. Alors là, il faudrait le redire aux personnes qui nous écoutent, de relire aussi Victor Hugo. Léopold Sédar Senghor, bien sûr, qui a exalté la dignité humaine, la paix, le métissage des cultures. Je me reconnais complètement dans sa démarche. Aimé Césaire, je suppose. Aimé Césaire, bien sûr. Et puis on pourrait en citer beaucoup d'autres. Alors j'aimerais parler de poètes d'aujourd'hui aussi, parce que je fréquente beaucoup de cercles de poésie. J'ai des amis qui sont extraordinaires, comme Geneviève Guevara. Vous aviez à ce micro récemment Leila El Maï, qui est une amie qui écrit fort bien aussi. Alors ils me pardonneront ceux que je n'aurais pas cités, mais je fais partie d'un réseau d'auteurs francophones, et notamment je vais citer Sadia Tapti, je vais citer Marie-Amélie Rigal. Voilà, et puis ce sont des personnes aussi qui
ont le talent de réunir les autres, de fédérer les autres. C'est-à-dire que je participe à des événements que ces personnes organisent, notamment Paris Poésie avec Geneviève Guevara. Et ce sont des moments forts où on partage nos poèmes, justement. Alors, on va vous écouter avec Prends ma canne. Oui, alors là, on est sur les liens intergénérationnels. C'est une personne âgée. Oui, c'est une personne. C'est votre qui grand-mère. donne, ça pourrait, qui donne sa canne à une petite fille ou un petit garçon. D'ailleurs, ça pourrait être un petit garçon. Prends ma canne. C'est le titre du poème. Prends ma canne. Elle te dira quelle est la route devant toi, celle de la vie qui t'attend. Tu verras comme c'est grisant. Surtout ne t'éloigne pas trop avant d'avoir reçu les mots de tes aïeux, les traditions, pour toujours dans ton baluchon. Puis lance-toi dans l'aventure. Et si de toi tu n'es pas sûr, marche dans les pas de ton cœur, accueillant le risque d'erreur. Car il faudra parfois chuter d'une falaise ou d'un rocher, vouloir errer dans des marais jusqu'à disparaître à jamais, puis entrevoir une lumière dans la nature hospitalière, celle du bonheur impromptu pour un instant ou pour bien plus. L'amour que tu diffuseras en toi se démultipliera. Rien d'autre n'aura d'importance au terme de ton existence. Durant ce splendide voyage, affleurera sur ton visage l'âme de ta philosophie qu'un jour tu transmettras aussi. Prends ma canne. Elle te dira quelle est la route devant toi, celle de la vie qui t'attend. Tu verras comme c'est grisant. Très beau. Merci. Merci. Et du coup, donc, comme vous expliquiez avant, donc, vous êtes sollicité donc, par plusieurs associations. Et entre autres, là, je ne vais pas toutes citer vos départs, mais vous êtes allé à New York du 24 au 27 avril. Oui. Et c'était donc avec le réseau des auteurs francophones. Voilà, internationale de la francophonie. Oui, alors c'est une organisation présente dans 54 pays francophones. Donc, 54 pays francophones. Plus de 250 auteurs membres, avec des parrains prestigieux comme Amanda Steers, Amadou Lamine Sall pour le Sénégal, Yasmina Kadra pour l'Algérie, et de nombreux membres. Je vais citer Alexandre Jardin, André Comte-Sponville, et je citerai aussi Mona Azam, que nous retrouvons régulièrement dans les festivals qui sont organisés et les rencontres entre auteurs francophones grâce à la présidente qui s'appelle Sandrine Mérez-Cucurutz et que je salue. Alors, ça nous permet aussi de participer à des ouvrages collaboratifs. Par exemple, j'ai des poèmes qui sont édités dans ces ouvrages collaboratifs. Et puis, dont le dernier sur la Méditerranée. C'est le recueil, c'est ça, ces poèmes qui sont dans le recueil également. Méditerranée. Exactement. Rive et rêve.
Donc Oui. vous avez publié donc vos poèmes. Oui, alors un poème, Un poème. parce que nous sommes de nombreux auteurs Ah à oui, participer à ces ouvrages un collaboratifs. poème. Et vous avez choisi lequel? Alors c'est un poème qui parle qui n'est pas dans mes recueils, qui sera Oui. peut-être, je pense même dans le 3e, D'accord. et qui s'appelle Le soir je vole au-dessus de la mer, et c'est une plaidoirie pour la nature et pour les océans. C'est écologique. C'est Oui, écologique. Exactement, donc, exactement. à l'heure actuelle. Alors New York, ça a été incroyable parce que j'ai hésité à m'y rendre parce que j'ai très peur de l'avion. En vérité, je l'avoue, ça m'a un petit peu réconciliée avec l'avion parce que si on veut voir des beaux êtes pays, obligé. eh bien il faut prendre l'avion. Et je suis partie avec une amie d'enfance et nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire grâce à ce réseau. Nous avons été reçus à l'ONU, le symbole de la paix, où nous avons entre auteurs échangé autour de l'écriture de chacun, et puis nous avons pu admirer tout ce qui est fait au niveau de l'ONU. J'ai pu me rendre au lycée français de New York, où mes recueils ont été déposés au CDI pour les lycéens et leurs professeurs de français. J'ai pu rencontrer l'auteur Alain Mabanckou. Exactement, à qui j'ai pu lire un de mes poèmes que j'aimerais beaucoup vous lire si on a le temps aujourd'hui. Mon âme est une passerelle. Ah oui, on va le lire. Oui. Et il m'a dédicacé un de ses livres en reprenant un de mes vers. Alors là, j'étais sur un nuage. Et puis j'ai rencontré aussi le consul de France à New York, à qui j'ai pu remettre mon recueil, Les liens qui nous unissent. Alors maintenant, on va écouter donc un petit intermède musical, le Talisman. Oui. Il est très très beau. C'est très beau. Des passagers à tour, et sans croire à des clones, de tristes voyageurs s'en vont vers leur labeur. Moi-même hier encore, soumis au sémaphore, j'étais de ces convois sur mon chemin de croix. Juste avant cette larme, tel un signal d'alarme, et j'ai quitté les rails, un nœud dans le poitrail, un fantôme de plus, salle des pas perdus, s'évadant du système, au prix de l'anathème. Qui saura trouver la voie vers un monde meilleur, plus cœur à cœur? Qui saura nous dire comment sauver les gens de notre temps? Je me suis assise là où l'on ne s'assoit pas. Ma désobéissance est une renaissance. Cette vie marginale peut bien m'être fatale. J'ai retrouvé le temps de contempler les gens. Qui saura trouver la voie vers un monde meilleur, un peu plus cœur à cœur? Qui saura nous dire comment sauver les gens de notre temps? Si vivante et gracile, en cette âme est servile, je la voyais hier, sortant du RER. Elle m'a regardé, mais ne m'a pas jugé, et son sourire aimant sera mon talisman. Qui saura trouver la voie vers un monde meilleur, plus cœur à cœur? Qui saura nous dire comment sauver les gens? Le talisman. Quel beau texte, et ça fait mal au cœur en même temps quand on voit tous les jours et les gens qui attendent, qui demandent, serait-ce un bonjour, même pas au moins qui soit reconnu en tant qu'humain.
Alors, Et vrai. c'est votre nièce. Alors, c'est Flora Pic. Flora Pic, de ma sœur photographe. voilà, Nous sommes une famille d'artistes. Voilà, vous êtes une famille Tout le monde d'artistes. partage, Tout le monde partage. La vie artistique. Alors, l'émission se termine, mais je voudrais parler donc de votre troisième livre et de votre texte qui est vraiment, vous allez lire là, il faut vraiment terminer Avant de se quitter. avec ça, avant de se quitter. Mon âme est une passerelle, parce que c'est une grande histoire. Je ne sais pas si vous avez en quelques mots situé, parce que est entrée c'est dans important. ma vie, oui, une personne et vous tout à pouvez fait fortuitement. écrire un récit, un témoignage de vie de J'aimerais ce beaucoup. jeune Sénégalais. J'aimerais C'est beaucoup. En fait, j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années. 5 minutes. Alors, j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années une jeune femme prénommée Marie, tout à fait par hasard, qui passait devant chez moi. Je vais passer sur les détails parce qu'effectivement, je pourrais écrire un roman. Et puis, j'ai vu qu'elle était quand même dans une certaine précarité. Je l'ai aidée à trouver un logement, un travail, etc. Et quelques années après est arrivé, 12 ans après, Jawad. Donc Jawad est un collégien aujourd'hui qui m'appelle Tata Magali. Voilà, nous avons noué des liens incroyables. Je rêve d'aller au Sénégal, là où sont les racines de Marie et de Jawad. Jawad n'a jamais mis les pieds au Sénégal. Je lui ai fait la promesse que nous irions. Donc vraisemblablement en 2026. Et c'est une histoire d'amour en fait, de fraternité, d'amour. Et je crois que tout à chacun, si on regarde justement un petit peu plus les gens autour de nous, on peut créer des très belles histoires sans le savoir. Et moi, je considère que c'est un cadeau de la vie parce que tous deux, Marie et Jawad, m'apportent énormément par rapport à leurs propres valeurs, que nous partageons nos valeurs, et ça fait un très beau résultat. Et pour l'anniversaire de Jawad, j'ai voulu lui offrir un poème en octobre dernier. Ce poème a été primé. Oui. Mon âme est une passerelle. Le pays de mes origines m'appelle en secret si souvent. Au bas des tours, je m'imagine fouler sa terre nez au vent. Français je suis par ma naissance, pourtant l'Afrique en moi résonne. Je cherche mon appartenance dans les rues d'Évry-Courcouronne. Sur les façades de ciment, j'ai peint des manguiers et des roses, des gris-grises et mon sentiment d'être le fils de 1000 choses. Il me faut faire un grand écart pour trouver mon identité. Depuis ma chambre vers Dakar se déploie mon humanité. Quand se reflètent sur la Seine les eaux du fleuve Sénégal, je pourrais y verser ma peine, mais tout cela m'est bien égal. Car mes cultures s'amoncellent au fond de moi comme un trésor. Mon âme est une passerelle entre Baudelaire et Senghor. Si mon enveloppe est bien noire, est-elle blanche à l'intérieur? Je serai l'ébène et l'ivoire d'un piano jouant le bonheur. J'entends les voix de mes ancêtres dans la douceur de l'air du soir venir compter à ma fenêtre la paix des peuples et l'espoir. Quel beau poème! Alors j'espère que vous pourrez aller au Sénégal avec cette jeune femme et son fils, parce que c'est un beau projet, c'est un rêve, un très beau cadeau et un rêve à réaliser. Eh bien, Magali Breton, merci beaucoup d'être venue. Merci infiniment, ça a passé trop vite. Émission, oui, parce qu'on est sujet donc de l'heure. Donc vous écoutiez aujourd'hui Magali Breton, notre invitée, qui a écrit Les liens qui nous unissent, les Covidiennes, que vous pouvez donc trouver sur Facebook. On peut être en lien avec vous sur Facebook. Oui, ou envoyer un mail à lelienparlart@gmail.com, voilà. Tout attaché. De beaux ouvrages de poésie vraiment à lire pour les vacances qui vont arriver bientôt, une découverte, voilà, et à transmettre donc aux autres. Merci à Rencontre Europoésie UNICEF qui a primé aussi. Qui a primé donc avec des poètes que j'adore. Voilà, avec de très grands poètes. Eh bien,
L'émission se termine et la semaine prochaine, c'est un spécial Haïti en musique par Ferdi Ajax, poétesse et artiste haïtienne. Merci à tous, bonne merci journée, encore Magali et très bon week-end et à la semaine prochaine. God is watching I and I all over the world, I would say. Rami said the long run shot it. Say Amy Sasampai man. It's a Amy Sasampai man. Me said you take all my money and you take things funny. One of these days me have to get back me money. The long run shot it. Long run shot it. I saw me say. Long run shot catch, no matter bet. The long run shot catch. Me say you take where me shoot me can attract to the blues. Take where me come me car and me dance jam. Take where me pot me can buy a little pot. Me say the long run shot catch. Me say you take where me pot me can buy another pants. The long run shot catch. Me say you take where me show. Nobody makes the same trick you play.